Allez, c'est parti. Mais du coup, bonjour à tous. Donc, on est plus de 250 présents. Ça nous fait plaisir de nous adresser à vous aujourd'hui. Donc, moi, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Florent Buffin. Je suis le responsable du projet Caprenov. Et je suis aussi le dirigeant de Pia Productions, qui est l'éditeur de Caprenov Plus. Alexina. Alexina Fornazari, excuse-moi, je suis sur le chat. Donc, je suis experte en aide financière pour Caprenov et pour d'autres sujets qu'on traite au sein de Pia Productions. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une partie donc, sur la barre TH164 et je vais m'occuper aussi de vous répondre en direct dans le chat. Donc, j'arrive tout de suite, monsieur Patrick Leduc. Allez, c'est parti. Alors du coup, comme souvent, on vous rappelle les bonnes pratiques. Donc, mettez-vous dans de bonnes dispositions, c'est parce que ça va être assez dense. Donc, si vous pouviez être le plus au calme possible, en coupant vos notifications, vos téléphones, ça vous permettrait de suivre au maximum, puisque souvent, on concentre beaucoup d'informations en peu de temps. Là, on a mis le petit micro coupé, mais comme on vous l'a expliqué, de toute façon, vous avez pas on ne vous entend pas, donc il n'y a pas de risque d'entendre les bruits de fond de 200 personnes. Toutes vos questions, vous pouvez les poser donc dans Zoom sur le sujet du jour. Donc, par exemple, je viens de voir une demande sur le photovoltaïque, etc. Ce n'est pas le sujet du jour. Donc, on ne va pas répondre aux questions hors périmètre. Par contre, toutes vos autres questions, donc sur d'autres sujets ou sur des questions qu'on n'aurait pas eu le temps de traiter pendant cette conférence, vous pouvez nous écrire à donc caprenov@piaproduction.fr. Comme d'habitude pour tout ce qui est pour nous, soit avant de devenir client, soit quand vous êtes utilisateur, c'est tout le temps la même adresse. Et puis, vous aurez accès à l'enregistrement vidéo de cette conférence, voilà, d'ici, on va dire quelques jours après la conférence. Voilà. Alors, du coup, comment est-ce qu'on va fonctionner? On a trois thèmes liés entre eux. Moi, je vais vous présenter où est-ce qu'on en est entre Caprenov et l'audit MPR, donc l'audit MaPrimeRénov'. Ensuite, Alexina va vous présenter la partie qui concerne les coups de pouce rénovation globale, donc les dossiers BAR TH164 de leur joli petit nom. Et ensuite, je terminerai sur la partie du futur audit réglementaire. Voilà, donc on va essayer de tenir dans 45 minutes de manière à laisser un quart d'heure. On pourra traîner un petit peu s'il le faut, mais bon, le but, c'est pas de vous prendre toute votre soirée. Donc, on va dire un quart d'heure, 20 minutes pour répondre à vos questions en direct. Voilà, donc merci en tout cas d'être présent une nouvelle fois et c'est parti. Alors, on va commencer par un premier sondage parce que nous, on est comme vous, on est face à nos écrans et on aimerait bien savoir qui est présent, qui êtes-vous. Donc là, normalement, vous devez avoir un sondage qui est apparu sur votre écran. Si vous pouvez voter, je vais laisser une petite minute pour voter. On est à au moins 80% des gens qui répondent, ce serait bien. Et comme ça, vous aussi, ça va vous permettre de savoir qui est présent. Donc, un peu plus de 300 participants là maintenant connectés. Je laisse encore une vingtaine de secondes pour répondre. Donc, qui êtes-vous? Entreprise, bureau d'études, formateur, réseau France Rénov', bureau de contrôle, obligé, étudiant, ANA ADEME, éditeur de logiciel ou autre. Et puis aussi, quel utilisateur, voilà, est-ce que vous connaissez ou pas Caprenov? Ok, donc on a allez, encore 10 secondes pour atteindre les 80% de répondants. Allez, super, ça bouge encore, il y en a encore qui votent. Super. Je mets fin au sondage. Ah oui, mince, je vais peut-être pas pouvoir faire de capture d'écran. Partager les résultats. Est-ce que vous voyez les résultats? Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez les résultats? Oui, super. Donc, une majorité de bureaux d'études
d'architectes, mais aussi des entreprises et des membres du réseau France Rénov pour les 3 grandes catégories qui composent donc l'auditoire. Allez, c'est parti du coup, Caprénov et l'audit MaPrimeRénov'. Et oui, et sur la deuxième question aussi, vous devez avoir aussi la réponse. Vous êtes principalement des utilisateurs qui connaissent l'application. Bah, ça tombe bien, c'est assez logique. Et voilà, génial. Allez, du coup, Caprénov et l'audit MaPrimeRénov'. Alors, déjà, un peu de contexte sur les aides actuelles MaPrimeRénov' qui nécessitent un audit. On vous a fait un petit tableau récap. Donc, c'est les aides MPR qui ne sont pas les aides par geste, mais les aides liées à la performance. C'est pour ça que l'audit est là pour justifier de la performance. Donc, le fameux forfait rénovation globale, le bonus sortie du statut de passeur énergétique, donc là, c'est quand on quitte les classes F ou G, le bonus BBC, donc là, c'est quand on arrive en classe A ou B, et puis il y a aussi une aide pour financer l'audit énergétique en lui-même. Quand on parle d'audit énergétique, dans ce cas-là, aujourd'hui, on va vous parler d'audit incitatif pour le distinguer de ce qu'on verra dans la troisième partie qui concerne le futur audit réglementaire. Donc avant, on ne parlait que d'audit réglementaire. Aujourd'hui, depuis quelques mois, on a pris l'habitude de parler d'audit incitatif parce que c'est vraiment un audit dédié à l'incitation, à la réalisation de travaux via le biais, la finalité financière. Alors, on voit qu'il y a une particularité, c'est que le forfait rénovation globale sur les revenus les plus modestes, il est remplacé en fait, il est pris en charge par MaPrimeRénov' Sérénité, donc c'est autre chose. Et sinon, on voit donc les montants, des montants de primes relativement importants. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est des sujets qui peuvent avoir un vrai impact dans les projets de rénovation. Alors, Caprénov, aujourd'hui, il est valable pour tous ces cas de figure, pour toutes ces aides. Donc, vous pouvez faire des dossiers avec Caprénov, évidemment à condition de faire un audit dans les règles de l'art, donc selon toutes les exigences décrites dans le décret, il faut que vous soyez qualifié, etc. Et si vous respectez bien les règles de l'audit, on a mis quelques garde-fous à l'intérieur de l'application quand vous générez un rapport d'audit pour vous assurer que vous respectez certains points du décret. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun problème. L'ANA accepte ces dossiers. On a eu très récemment quelques refus sur une base d'une FAQ qui n'est pas vraiment à jour, mais l'ANA nous a bien confirmé qu'aujourd'hui, il n'y avait aucun souci. Ensuite, en ce qui concerne MaPrimeRénov' Sérénité, alors, on va commencer à parler un petit peu de calendrier, puisque jusqu'ici, il n'y avait pas non plus de... Enfin, vous pouvez aussi déposer des dossiers Sérénité, mais les choses sont en train de bouger. Alors, comment est-ce qu'elles sont en train de bouger? À partir donc de la semaine prochaine, du 1er juillet 2022, les dossiers MaPrimeRénov' Sérénité vont imposer le fait que l'évaluation énergétique va devoir être réalisée avec une méthode 3CL 2021. Sur simple autodéclaration du logiciel, ça veut dire qu'il suffit que sur le rapport, l'éditeur écrive utilisant la méthode 3CL 2021. Il n'y a pas une procédure particulière de référencement des logiciels de la part de l'ANA. Alors, on va rentrer un petit peu sur le sujet de cette fameuse méthode de calcul 3CL 2021, puisque ça va être le point clé sur le fait que ces dossiers soient acceptés ou pas. Ce qui est important de savoir, c'est que l'ANA nous a confirmé aussi qu'il n'y avait pas d'autres changements prévus pour 2022. C'est-à-dire que MaPrimeRénov', rénovation globale et les deux autres bonus continuent d'être acceptés sous les formes des audits d'aujourd'hui. On verra un petit peu après pourquoi. Donc, le premier gros sujet, ça fait longtemps qu'on en parle. Comment et quand est-ce que Caprénov va intégrer la méthode de calcul 3CL 2021? Donc, c'est aussi pour ça qu'on a organisé ce webinaire, c'est que vous êtes très nombreux à nous demander quand est-ce qu'on sera prêt. On a annoncé certaines dates. Là, on est déjà fin juin et pour l'instant, vous ne l'avez toujours pas vu arriver dans
dans vos ordinateurs. Donc, on va vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors, en ce qui concerne cette méthode 3CL 2021, donc elle a eu une première version officielle en juillet de l'année dernière. Elle est arrivée dans le cadre de la réforme du diagnostic de performance énergétique. Nous, on est depuis maintenant 3 ans, on fait partie du groupe de travail sur le diagnostic de performance énergétique. Donc, on a suivi depuis longtemps les travaux préparatoires et les travaux, on va dire, après déploiement de cette version du moteur 3CL 2021. Et en tant qu'éditeur de Caprenov, on a dû faire des choix. Alors, le premier choix qu'on a fait, c'est que dans Caprenov, il y a 3 moteurs de calcul qui sont imbriqués les uns dans les autres. Il y a du calcul conventionnel, donc qui ne prend pas en compte le comportement des occupants. Il y a un calcul, donc celui-ci, il est utilisé principalement pour le calcul des étiquettes, le calcul des consommations donc dites conventionnelles. Ensuite, on a un moteur de calcul qui, lui, va prendre en compte tout ce qui est le comportement des occupants, avec notamment le bouclage avec leurs factures, leur comportement, etc. Donc, c'est quasiment les mêmes calculs, mais avec des données d'entrée différentes et avec quelques particularités. Le but, ça va être de se rapprocher de la vraie vie cette fois, et pas d'une vision théorique du bâtiment. Et puis, un troisième moteur de calcul qui concerne spécifiquement les aides, et qui n'est pas un moteur de calcul à proprement parler, mais qui est plutôt un jeu d'algorithmes. Donc, la première des choses, c'est que la méthode de calcul 3C 2021, elle est dédiée au, au diagnostic de performance énergétique, et elle fait uniquement le conventionnel. Donc nous, on ne pouvait pas juste prendre la méthode 3CL 2021 et la mettre dans Caprenov, puisqu'on allait avoir des problèmes sur les 2 autres parties. Donc on a décidé de garder nos moteurs de calcul, le fait qu'il y ait 3 moteurs qui cohabitent. Ensuite, c'est un bon point, mais la DHUP, elle nous fournit un fichier DLL, c'est-à-dire que le moteur, il est fourni sous un format informatique qui est fourni aux éditeurs de logiciels. Simplement, ce moteur DLL, il a un périmètre qui est plus large que Caprenov, notamment il y a toute une partie sur les immeubles qui ne nous concerne pas spécialement. Il fonctionne uniquement sur des bases Windows, et nous, ça nous pose un problème puisque Caprenov fonctionne aussi sur Mac et aussi sur Android et sur iPad. Donc ça, c'est une vraie limite pour nous dans l'utilisation de ce fichier. Et en plus, il y a un effet boîte noire, c'est-à-dire qu'il y a des données d'entrée, des données de sortie, mais on ne sait pas forcément exactement ce qui se passe à l'intérieur. On ne peut pas forcément aller débugger, comprendre. Voilà. Donc, le choix qu'on a fait au mois d'octobre, c'est un peu le chemin le plus long, mais qui était pour nous indispensable pour maintenir la qualité de Caprenov, c'était de redévelopper le moteur. Donc, on a pris la documentation qui est fournie avec ce fichier DLL et on redéveloppe notre propre moteur pour pouvoir s'intégrer complètement dans notre application et avoir une vision complète de ce qui se passe à l'intérieur de ces calculs, pour pouvoir voilà, un peu, on va dire, composer plus finement. Ensuite, le dernier élément, c'est qu'on a décidé d'intégrer, alors c'est un peu plus technique, mais la DHUP fournit aussi des cas-tests qui servent notamment aux premières phases d'auto-validation des éditeurs. Et ces cas-tests, on les a intégrés dans notre code source. C'est que dès le départ, on connaît aussi les résultats qu'on est censé obtenir, et tout ça est automatisé. Ça nous permet d'éviter des grandes phases de tests par la suite. Par contre, forcément, c'est un petit peu plus long au départ au développement. Donc ça, c'est nos choix directeurs sur la méthode 3CL. Ensuite, comment est-ce qu'on a fait? Alors ça vous donne un petit aperçu du rapport. Donc, évidemment, on modifie le moteur de calcul. Donc, c'est principalement des choses que vous ne verrez pas. C'est les résultats qui vont bouger. Mais il y a aussi une partie visible. Il y a quelques données d'entrée qui changent. Et puis, ça, c'est un aperçu de à quoi va ressembler le rapport Caprenov dans la version 3CL, avec les étiquettes, les nouvelles étiquettes, où notamment la notion d'émission de gaz à effet de serre est inclue dans la classe énergétique. En tout cas, fait partie du calcul, etc., etc. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Hop là, j'avance. Donc, ça fait déjà un moment, depuis octobre 2021, qu'on travaille sur ce sujet, et sur un sujet qui
qui est lui-même en train de bouger, puisque la 3CL 2021, je ne vais pas rentrer dans le débat autour de la qualité de ce moteur-là, mais en tout cas est en évolution, en correction, en perfectionnement. Et donc, on a, nous, en tant qu'éditeur, quasiment tous les 15 jours une nouvelle version du moteur qui nous est fournie avec des correctifs, avec des points de cette nature-là. Alors, on a découpé le moteur en 13 parties. Voilà, donc sans rentrer trop dans le détail, mais on retrouve toute la partie calcul des déperditions avec les parois opaques, l'architecture, les ouvertures, la ventilation, etc. Et ensuite toute la partie équipement. Je tiens à préciser que la 3CL 2021, c'est un calcul sur 5 usages. Donc, on a bien du calcul, entre autres, d'éclairage, d'auxiliaire, etc., etc. Alors aujourd'hui, on a fait une grande partie du travail, mais on n'est pas complètement au bout. Il nous reste un gros morceau sur les rendements et sur les consommations de chauffage. Après, sur la partie totale des consommations à étiquette, c'est beaucoup plus léger, puisqu'en fait, c'est vraiment ce qui est en amont qui porte des formules complexes. En dessous, c'est plus simple à gérer. Donc, dans une forme de synthèse globale, on peut dire qu'on a fait à peu près 85% du travail aujourd'hui. Donc, c'est bien avancé, mais on n'est pas encore complètement au bout. En termes de date estimative, qui est la question que vous nous posez tous, forcément, ça conditionne vos usages, votre gestion quotidienne, etc. On vient de rechiffrer, en tout cas, ce qui reste sur le chauffage, estimé, enfin, on a une vision plus fine aujourd'hui. On vise une dispo assez rapide, à savoir fin juillet. Sachant que ça reste toujours délicat de prononcer des dates, puisque sur la fin, il y a une énorme phase de test, et en fonction de ce qui se passe dans cette phase de test, voilà, ça peut bien se passer, comme ça peut demander quelques jours, semaines de travail supplémentaire. Donc ça, c'est notre objectif. On s'excuse auprès de tous ceux qui nous demandent depuis des mois quand est-ce que ce sera prêt. On avait annoncé que ce serait prêt plutôt fin du premier trimestre, etc. Bon, ça s'est pas passé tout à fait comme prévu, mais en tout cas, on est vraiment hyper mobilisé sur ce sujet depuis des mois, et on a bien pour objectif d'aller au bout et de transformer notre outil à travers ce nouveau moteur. Du coup, en conclusion, toutes les aides MaPrimeRénov' qui requièrent un audit énergétique doivent... Ah non, pardon, c'est pas la conclusion, je suis désolé. C'est les prévisions. On sait qu'à partir de début 2023, on ne sait pas exactement quand, c'est encore un peu loin, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais les aides MaPrimeRénov', elles vont demander la méthode 3CL 2021, toutes, à partir, en tout cas pas en 2022, au moins à partir de 2023. Donc, nous, ça va vraiment nous assurer une continuité parfaite là-dessus. Ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est est-ce qu'il y aura une procédure d'évaluation. Et puis, en 2023, mais là aussi, on ne sait pas vraiment si ce sera en même temps ou séparé, c'est un peu compliqué pour l'instant. Il y a une convergence prévue, donc c'est le terme utilisé par la DHUP, entre cet audit incitatif et l'audit réglementaire. Donc, cette convergence-là, elle pose pas mal de questions. On va en reparler un petit peu tout à l'heure quand on parlera de l'audit réglementaire. Et en tous les cas, pour l'instant, le calendrier, les modalités, tout ça, enfin, on en a entendu parler, je crois, il y a 15 jours par la DHUP pour la première fois. Donc, c'est encore complètement, c'est au début, on va dire, de ce process-là, mais c'est important de le savoir que l'audit incitatif et l'audit réglementaire vont être amenés à avoir des éléments en commun, en tout cas au moins la méthode de calcul. Mais bon, voilà, autour de la méthode de calcul se pose pas mal de questions. Pour conclure sur ce point-là, j'espère pas avoir été trop long. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour occuper CapRénov pour les dossiers MaPrimeRénov en 2022. Donc, vous pouvez continuer à utiliser CapRénov avant et après la mise à jour sans problème. Seulement, effectivement, pour ceux d'entre vous qui font des dossiers MaPrimeRénov Sérénité, là, il va y avoir un problème pendant quelques semaines. Donc, à partir de la semaine prochaine, les dossiers ne seront pas acceptés, ça c'est sûr, jusqu'à ce qu'on ait la version qui soit déployée. Donc, a priori fin juillet, quelque chose de cette nature. Donc là, il y a un petit trou.
Après, on espère que ça concerne pas trop de monde parmi nos utilisateurs. À ce titre-là, on a un sondage à vous faire passer. Tac, tac, tac. En réaction à chaud sur le fait que pendant au moins un mois, en tout cas, je ne sais pas exactement le nombre de semaines que ça va représenter. Pour vous, est-ce que c'est très problématique? OK. Je vous laisse voter. Tac, tac, tac. Dans ce cas-là, enfin, on verra avec ceux qui sont concernés comment est-ce qu'on peut. Hop là, allez, 83%, mettre fin au sondage, partager les résultats. Donc, 40%, enfin, si on rajoute ceux qui ne sont pas concernés, 50% pour qui il n'y a pas vraiment d'impact, mais effectivement, ce n'est pas complètement à la marge. On a une vingtaine de pourcents de ceux qui ont répondu. Après, il y a d'autres personnes qui sont pas dans la, je sais pas si on est représentatif de tous les utilisateurs, mais c'est vrai que du coup, ceux pour qui c'est bloquant ou très problématique, on, on, on vous propose on va regarder comment est-ce qu'on fait. On va regarder aussi avec l'ANA exactement qu'est-ce qui en ressort et ce qu'il faut, enfin quelles solutions temporaires en fonction du volume que vous avez. Enfin voilà. Donc en tout cas, c'est quelques semaines où effectivement on comprend que ça peut être compliqué pour certains d'entre vous. Je propose, Alexina, que tu prennes la main pour la suite. Enfin, je vais continuer à passer les slides. Du coup, pour les questions, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais je vais essayer de faire un peu les deux en même temps. Très bien. Donc oui, aujourd'hui, maintenant, je vais vous présenter, je vais faire un zoom sur l'éligibilité de CapRénov pour les dossiers BAR-TH 164. Donc BAR-TH 164, c'est les aides à la rénovation performante issues des C2E. Donc on va s'axer plutôt sur le coup de pouce, puisque c'est une aide plus conséquente que l'aide C2E issue de la même fiche. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc qu'est-ce que savoir si CapRénov et les rapports d'audit énergétique réalisés par CapRénov sont éligibles, je vais simplement retracer rapidement et synthétiquement comment fonctionnent les principes de la demande de prime, quelles sont les étapes. Donc, quand on fait une demande de prime de coup de pouce ou de C2E BAR-TH 164, l'audit énergétique est obligatoire. Donc, c'est l'audit énergétique tel que défini par MaPrimeRénov', donc dans l'arrêté pour la transition énergétique. Donc, c'est obligatoire et nécessaire aussi, d'une part pour vérifier l'éligibilité des travaux au coup de pouce, puisque il y a beaucoup de conditions pour obtenir le coup de pouce BAR-TH 164, dont 55% de gains en énergie primaire, comme pour le forfait rénovation globale de MaPrimeRénov'. Et c'est aussi nécessaire pour estimer la prime, puisque la prime, contrairement à MaPrimeRénov', elle n'est pas en forfait, ni en montant, en pourcentage du montant des travaux, mais elle est en fonction des consommations avant travaux et des consommations après travaux. C'est la différence qui, en tout cas en partie, qui permet de calculer et d'estimer cette prime. En moyenne, sur l'année 2021, pour vous donner un ordre de grandeur, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien le coup de pouce, rénovation performante, c'est des primes de 25 000 € en moyenne par logement. C'est des primes conséquentes. Donc, pour cette fiche, la deuxième étape, et qui est obligatoire là aussi, c'est toujours de réaliser un contrôle sur toutes les opérations BAR-TH 164. Ce contrôle, il est réalisé par un bureau de contrôle accrédité. Donc, si vous faites un audit et que vous allez déposer un dossier auprès d'un obligé, d'un demandeur de C2E, d'un délégataire ou d'un éligible, cette personne qui va demander les C2E, donc délégataire, obligé, éligible, devra faire passer le dossier sous contrôle d'un bureau qui est accrédité. En fonction du résultat du contrôle, s'il est satisfaisant ou non satisfaisant, donc s'il est satisfaisant, le délégataire, l'obligé ou l'éligible pourra déposer la demande de C2E, de coup de pouce, de prime, auprès du PNC2E.
du pôle national des C2E. Donc ça, c'est l'étape synthétique et pas complète. On ne voit pas toutes les autres pièces du dossier, mais pour ce qui nous concerne, sur l'audit énergétique. Pour vous donner aussi un ordre de grandeur, en 2021, on a environ 2300 primes coup de pouce rénovation performante qui ont été versées, et contre 10 000 qui ont été proposées, donc d'offres de coups de pouce qui ont été proposées par des obligés à des maîtres d'ouvrage. Donc ça fait potentiellement le contrôle sur dossier, beaucoup de dossiers, beaucoup de contrôles sont non satisfaisants. Voilà, on n'a pas les raisons, on a juste les statistiques que vous pouvez aussi obtenir sur le site du ministère. On va zoomer maintenant sur les exigences de la fiche BARC TH 164 envers les logiciels qui produisent les audits énergétiques. Donc, ces exigences, elles sont définies dans la fiche C2E BARC TH 164. Le premier, c'est de disposer d'un référentiel technique écrit, numéro de version, date et durée de validité. Pour ça, Caprénov, donc on a un référentiel technique qui est mis à jour à chaque mise à jour de version. On a un numéro de version qui figure bien en pied de page de tous les rapports. Et pour ce qui est de la date et de la durée de validité, vous retrouvez aussi sur notre site internet l'ensemble des mises à jour avec leur date. Donc, sur ce point-là, on est OK. Sur le deuxième point, il faut disposer d'un moteur de calcul réglementaire THCE-X ou 3CL. Donc, comme l'a expliqué Florent, on est un moteur 3CL conventionnel et les résultats, que ce soit, enfin, tous les résultats qui concernent les gains en énergie primaire ou finale pour le coup de pouce, puisque c'est utilisé aussi, sont faits de façon conventionnelle sur le moteur réglementaire 3CL. Le moteur ancienne version, effectivement. Là, la fiche nous dit aussi d'aller voir plus loin, d'aller voir sur le site internet, donc la FAQ du ministère de la Transition écologique, qui précise que pour le logiciel doit utiliser un moteur de calcul réglementaire dans sa dernière version. Donc ça a été écrit au 1er février 2021. C'est toujours ce qui est publié, c'est toujours pas à jour. Donc dans la dernière version, ça pose des questions. Comme l'a expliqué Florent, le moteur réglementaire 3CL dans sa dernière version, il est finalement régulièrement modifié et on n'a pas vraiment de référentiel de ce qu'est le moteur calcul dans sa dernière version. Donc, on considère aussi là qu'on dispose bien d'un moteur de calcul réglementaire 3CL. Voilà pour les exigences telles qu'elles sont définies et qui restent relativement floues. On va rentrer maintenant plus dans ce Caprénov et notre relation au coup de pouce. Depuis 2020, on calcule les primes coup de pouce rénovation globale, donc avec le taux de NRR pour ceux qui s'en souviennent, qui valorisait déjà le coup de pouce. On a été un des premiers logiciels, voire le premier à calculer ce taux de NRR et donc à permettre d'estimer la prime. Ensuite, on a malgré ça eu des refus en 2021. Donc, des utilisateurs nous ont remonté des refus liés à l'audit énergétique. On a sollicité la DGEC, on les a relancés de nombreuses fois pour pouvoir identifier les raisons de ce refus. Et on n'a encore, à l'heure actuelle, aucune réponse, malgré nos participations au groupe de travail, etc. Début 2022, on a donc comme si vous êtes utilisateur de Caprénov depuis au moins le début d'année, vous avez pu voir qu'on a fait une mise à jour importante pour faire évoluer le rapport d'audit énergétique dans sa forme, pour cocher les cases de la grille de contrôle RGE Audit MI qui a été elle aussi mise à jour pour soulever des incohérences qui figuraient. Et donc, on a ajouté le sommaire, un certain nombre de points. Et on a eu des retours printemps 2022 d'utilisateurs qui nous ont confirmé que des dossiers réalisés avec Caprénov étaient validés par le PNC2E et qui étaient validés surtout par les bureaux de contrôle pour pouvoir ensuite être transmis au PNC2E. Savoir que les utilisateurs qui nous ont fait ces retours ne traitent pas avec des obligés ou des délégataires, mais avec des éligibles. Donc, ce sont les collectivités locales, les établissements publics, mais ça reste en tout cas un bureau de contrôle indépendant
accrédités qui valident les dossiers Caprénov. Voilà pour ce point. Donc ça donne quand même, c'est possible. Et donc notre objectif là pour la fin d'année, et notamment on l'espère avec l'intégration du moteur 3CL 2021, c'est la généralisation auprès de tous les bureaux de contrôle de l'acceptation des dossiers avec les audits Caprénov. Sauf qu'à ce jour, on n'a aucune précision sur les modalités pour être reconnu. On n'a pas de, quand on n'a pas de retour sur les motifs de refus, et donc on ne peut pas avancer plus que ça. Donc on espère, mais pour l'instant, on n'a pas d'éléments factuels pour contrer ces refus. Je prends la suite. Ah non, c'est partage 164, pardon. Un petit Un sondage. petit sondage pour savoir justement Quelle expérience avez-vous des dossiers BARTH 164? Soit ça ne vous concerne pas, soit ça vous intéresse, mais vous n'en avez jamais fait. Soit vous avez déjà soumis et vous avez eu des... La première réponse, c'est vous avez eu des dossiers refusés. Soit vous avez eu des dossiers acceptés. Soit vous avez soumis avec d'autres outils que Caprénov. Allez, on vous laisse répondre. J'ai vu dans les commentaires qu'il y a des gens qui disaient que les coups de pouce étaient bientôt arrêtés, etc. Attention, là, on parle du coup de pouce rénovation globale. Donc, c'est le coup de pouce isolation qui lui est arrêté, le coup de pouce rénovation globale. En tout cas, dans les textes, il n'est pas du tout arrêté. Après, effectivement, sur le terrain, on a très peu de signataires et ça peut être compliqué à valoriser. du coup, je partage les résultats. Alors, je l'ai dit aussi pour le replay, parce que c'est pas toujours évident. Ne me concerne pas, 16%. Ça m'intéresse, mais je n'en ai jamais fait 54%. Donc, on voit qu'il y a quand même, en général, un gros attrait pour ces sujets-là et beaucoup de questions. Ceux qui ont déjà eu des dossiers refusés, une vingtaine parmi vous, donc 6%. Ceux qui ont déjà eu des dossiers acceptés, il y en a aussi. Donc, c'est ce qui prouve aussi que c'est assez compliqué de savoir pourquoi il y en a qui passent et d'autres qui passent pas. Est-ce que c'est à cause du logiciel ou à cause de l'usage du logiciel? C'est c'est encore un peu délicat. On espère qu'avec la 3CL 2021, ça va encore plus permettre de répondre aux exigences des bureaux de contrôle. Mais est-ce que c'est le seul cas, le seul point qui bloque? Je ne sais pas. Et puis, vous en avez déjà soumis avec d'autres outils. Vous êtes une quarantaine, donc 10%, à avoir fait, donc à manipuler aussi d'autres outils de rénovation, de simulation et d'audit énergétique de nos confrères pour ce genre de dossier. Pour terminer, je prends la main si tu veux, Alexina. Dire que donc il y a des dossiers qui sont passés, mais pour nous principalement avec des éligibles et pas encore vraiment beaucoup de retour d'expérience avec des obligés. On a un délégataire qui s'est déclaré intéressé pour faire un test en nous disant moi j'aimerais savoir comment ça se passe, etc. Et il a donc pris du temps à faire sur une base d'un audit test, de contrôler, de soumettre à plusieurs bureaux de contrôle. Donc, ce délégataire a fait ça il y a un petit peu plus d'un mois. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul retour. Ce retour, il pointe principalement des défauts d'usage. Donc, c'est plus sur le fond que sur vraiment le formalisme à proprement parler. Et pour nous, c'est un peu en demi-teinte. C'est-à-dire qu'à priori, il n'y a pas de point bloquant propre au logiciel. C'est pas parce que c'est justement la méthode de calcul ou alors il manque une page dans le rapport ou je ne sais quoi. Mais ça montre aussi que, effectivement, dans les bureaux de contrôle, il y a un niveau d'exigence très pointu, puisque des fois, c'est pour vraiment des petites choses. Ils vont vraiment regarder en profondeur les dossiers. Mais aujourd'hui, cette expérience-là, on considère que c'est un retour qui est trop isolé. Il n'y a qu'un seul bureau de contrôle qui a répondu. On attend encore d'autres réponses, d'autres exemples pour pouvoir en tirer un peu plus globalement une règle d'éléments de ce qui gênerait éventuellement. Pourquoi pas aller jusqu'à faire un petit guide des erreurs les plus fréquemment constatées sur ces dossiers. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter vos retours d'expérience. Voilà, vos retours Ah mince, je n'avais pas partagé les résultats, pardon, que vous pouvez voir maintenant, que j'ai lu tout à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire remonter, on est preneur, et si c'est possible de faire le lien avec les instances qui délivrent tout ça, nous intéresse, mais pour l'instant, la DGEC est restée assez muette face à nos différentes sollicitations, différentes relances, etc., etc.
Allez, du coup, il est 17h37, on n'est pas trop mal au niveau du timing. Alexina, est-ce que tu vois quelques questions qui pourraient nécessiter d'être répondues tout de suite là? Je viens d'en prendre connaissance, on va le traiter après. Vas-y, je Ok, te laisse enchaîner. allez, super. Donc, du coup, on parle maintenant du futur audit réglementaire. Donc, vous voyez qu'il y a des sujets qui sont imbriqués les uns dans les autres autour de la méthode de calcul, autour des différents acteurs. Maintenant, on va parler de cet audit qu'on suit depuis à peu près un an, des groupes de travail qui sont apparus après le groupe de travail DPE. Donc, on est à la fois sollicité, enfin, amené à travailler dans des groupes de travail sur le DPE et sur l'audit. D'ailleurs, il y en a un en ce moment même. Donc, on a une autre partie de l'équipe qui ne peut pas être là avec nous. C'est pour ça qu'on n'est que là, Alexina et moi. C'est parce qu'en ce moment même, il y a une réunion sur l'audit réglementaire avec les éditeurs de logiciels. Alors, un tout petit historique et calendrier pour le mettre dans le contexte. En 2017, vous avez l'apparition de l'audit au site incitatif. Il ne s'appelait pas MaPrimeRénov', mais peu importe, l'audit énergétique. Donc pour la maison individuelle, qui était sur une méthode de calcul non réglementaire, en 5 usages, et dans l'arrêté, la description de l'atteinte d'un niveau BBC Renault dans cet audit obligatoire. En 2018, il y a eu des précisions dans un décret qui nous a expliqué qui pouvait faire ces audits énergétiques. Je passe un petit peu vite. En 2020, il y a eu donc une modification en fin 2020 qui modifie les règles, notamment avec le fait de passer sur un moteur de calcul forcément 3CL ou THCX. Et par contre, on repassait en 3 usages en même temps que le DPE passait en 5. Bon. Et toujours l'atteinte d'un niveau BBC Renault. Ce qui posait aussi des problèmes quand on était en méthode 3CL, puisque techniquement, le niveau BBC Renault se calcule uniquement avec la THCX, donc enfin, pas mal une zone assez confuse il y a un an et demi, 2 ans sur ce sujet-là. Et puis cette année, donc, est paru l'arrêté. Donc là, c'est vraiment les grandes étapes réglementaires. Donc du 4 mai 2022, qui est issu d'une directive européenne et qui parle d'une obligation de faire un audit énergétique en maison individuelle. Donc là, c'est plus un audit incitatif, mais un audit obligatoire pour les logements dont classés enfin, à la vente et qui sont identifiés comme passoires énergétiques, donc actuellement qui sont en F ou G. On y reviendra juste après. Et comme on a aussi eu dans un décret associé en mois de mai l'explication que cet audit réglementaire, il allait être ouvert, entre autres, aux diagnostiqueurs immobiliers. Donc là, on est vraiment plus dans le cadre, enfin, une obligation dans le cadre de la transmission d'un bien. On y reviendra juste après. Et il est prévu, dans ces textes du 4 mai, une mise en application à septembre 2022. Alors, j'ai quand même mis un point d'interrogation parce que même s'il n'y a pas encore eu d'annonce officielle, le calendrier est extrêmement, pour pas dire dangereux, il est extrêmement serré. Euh, et, euh, et donc, il y a des éléments qui arrivent très très tard de la part de la DHUP, de la DHEC, etc., la DGEC, pardon. Et donc, on pense très probable qu'il y ait un report de cette date, notamment pour laisser autant le temps aux différents logiciels d'être prêts, puis de former les différents auditeurs. Donc là, c'est prévu pour la rentrée. C'est assez surréaliste, mais en tout cas, c'est encore ce qui est officiellement prévu. Et puis, en 2023, on en a parlé tout à l'heure, sans date vraiment précise, euh, le, la convergence entre l'audit incitatif et l'audit réglementaire. Tac, je vois que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a un décret qui est paru au journal officiel. Je ne sais pas si c'est très récent ou si on a oublié, si on a manqué une information, mais de notre connaissance, les dernières informations datent du 4 mai officiellement dans ce qui est paru dans la loi. Donc ça, c'est le cadre global. Alors maintenant, on va vous comparer rapidement. On pourra faire des webinaires dédiés à l'audit réglementaire
les choses seront un peu plus décantées. Mais là, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais on va quand même vous donner quelques éléments de comparaison. Donc, l'audit incitatif, il est, vous le connaissez, c'est celui que vous faites dans la majorité d'entre vous, pour la majorité d'entre vous, et donc il sert à obtenir des aides. L'audit réglementaire, lui, il est obligatoire, et c'est en cas de vente d'une passoire énergétique. Donc, dans un premier temps, FOG, mais après, il y a un calendrier avec une évolution sur les obligations. L'audit incitatif, il est commandé par le maître d'ouvrage qui veut rénover un bien dont il est propriétaire, occupant ou propriétaire bailleur. L'audit réglementaire, c'est beaucoup plus, ça se rapproche plus d'un DPE parce qu'il est commandé, il est commandé par obligation par le vendeur. Donc ça pose quand même pas mal de questions sur la convergence de ces deux audits, puisque on ne connaît pas l'intéressé, le futur propriétaire. Le rapport d'un audit incitatif, il est non opposable. Donc, il est à titre d'aller chercher les aides, etc., mais il n'engage pas l'auditeur d'un point de vue juridique au-delà de ce de la validité pour les aides, etc. L'audit réglementaire, lui, va s'aligner sur le DPE. On nous a confirmé lors des dernières réunions de travail qu'il serait opposable. Donc, ça prend une dimension un petit peu différente, notamment, enfin très différente, notamment d'un point de vue assurantiel. L'audit incitatif, il permet d'accompagner les choix de travaux, entre autres de rénovation globale. L'audit réglementaire, il a aussi vocation, d'accompagner dans des travaux, c'est quand même un petit peu compliqué, mais plutôt de sensibiliser, de dire vous achetez une passoire énergétique, d'être transmis au futur acquéreur pour lui faire comprendre, lui faire voir une trajectoire, etc., d'amélioration du bien. La partie aussi audit incitatif prend en compte évidemment les attentes des propriétaires en termes de confort, ce qui n'est pas le cas du coup l'audit réglementaire, puisqu'on ne connaît pas les futurs acquéreurs. Le rapport de l'audit incitatif, il est libre, c'est-à-dire que si vous utilisez Caprenov, un autre logiciel, etc., la forme, elle peut être très différente. Par contre, il y a des éléments indispensables qui sont contrôlés, donc tout un tas de points qui sont présents dans le décret, alors que l'audit réglementaire, le rapport suit une trame, suit même une charte graphique, etc., certains contenus qui sont imposés. Et donc, tous les rapports faits avec tous les logiciels les logiciels différents vont, comme pour le DPE, avoir un formalisme identique. Voilà à peu près à quoi ressemble ce formalisme. Donc, c'est vraiment, on vous le transmet aujourd'hui, mais vraiment à titre d'exemple, puisque c'est des travaux qui sont en cours. La trame, elle vient juste de nous être livrée et ce n'est pas la trame définitive. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire rapidement sur cet audit et sur sa restitution? Donc déjà, c'est que la trame, elle vient d'arriver très très tard. Donc là, on arrive à fin juin pour une mise en application début septembre. C'est vraiment très 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 tard pour pouvoir faire un travail correct du côté des éditeurs. On est sur un rapport qui fait 11 pages, donc c'est quelque chose qui est en tout cas dans ce qu'on nous a fourni, peut-être que ce sera encore amené à évoluer, hein, mais dans ce qu'on a vu, donc c'est plutôt synthétique et le rendu visuel, il est assez proche dans le look d'un DPE. Et on voit qu'on est quand même dans une démarche très proche du DPE. Cet audit, il va comprendre un scénario de rénovation en une fois, donc rénovation globale performante d'un coup, et un scénario en plusieurs étapes pour donc parler de la rénovation avec toujours l'objectif d'atteindre le niveau, l'équivalent d'un niveau BBC, d'une classe B. Il y a des dérogations, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail pour l'instant. Je vous dresse juste le portrait global. Et pour l'instant, dans ce qu'on a vu, il n'y a pas de chiffrage des aides, notamment parce qu'on ne connaît pas les revenus du bénéficiaire final. Donc voilà, c'est juste quelques informations. Et on voit que cet audit réglementaire, si on le compare avec aujourd'hui ce qui nous est demandé dans les audits incitatifs, il y a plein de choses qui ne sont pas présentes. Donc, il y a des vraies questions sur la convergence. Est-ce que ça veut dire que l'audit incitatif va être en 2023 complètement simplifié? On va enlever beaucoup d'exigences à l'intérieur. Est-ce que, à l'inverse, l'audit énergétique réglementaire, ça aura vocation à faire apparaître plus d'éléments?
c'est encore un gros point d'interrogation. Alors, pour parler de notre position en tant qu'éditeur sur ce sujet, le premier, qui est pour nous depuis le départ problématique, c'est son usage. On est dans le cadre d'une obligation, donc il va y avoir des volumes, mais son utilité, elle nous pose un peu question dans la mesure où elle n'est pas, c'est pas commandé par la personne qui est le destinataire final des informations. Donc ça pose quand même un petit peu les limites directement de l'exercice par rapport à ce que vous faites, qui est l'audit incitatif actuellement. Deuxièmement, c'est l'agenda. Les risques ils sont très très élevés de reproduire les mêmes problèmes que ce qu'on a eu en 2021 avec une mise en route du DPE nouvelle version qui a été en tout cas qui n'était pas mûr. Et on l'a vu avec l'arrêt au mois de novembre, puis un nouveau décret, des modifications qui c'était plus du bricolage face à des résultats qui commençaient à alarmer la profession. Enfin, tout un tas de points sur le DPE qui décrédibilisent en plus du point de vue du grand public cet outil. Donc c'est vraiment dommage. Là, on pense clairement que sortir un outil enfin que la mise en application au 1er septembre, elle va poser d'énormes problèmes sur le terrain. En plus, on est basé sur une méthode 3CEL 2021 qui est toujours, comme je vous le disais, il y a toujours, nous, quasiment tous les 15 jours, des ateliers pour améliorer, débugger, perfectionner, etc. Donc, sur le principe, nous, on pense que c'est une très bonne chose que l'audit et le DPE soient basés sur la même méthode de calcul. Par contre, il faut que cette méthode de calcul elle soit robuste. Et aujourd'hui, c'est quand même, ça pose quand même un petit peu question, enfin, surtout sur les parties plutôt immeubles, etc. En tout cas, c'est un élément à prendre en compte. Enfin, c'est vraiment aujourd'hui, de notre point de vue, ça s'appelle audit réglementaire, mais ça ressemble quand même beaucoup plus à une sorte de DPE++, puisque c'est réalisable par les diagnostiqueurs. Nous, c'est pas complètement notre histoire. Donc, en fait, ces 4 points ils nous montrent que voilà, c'est pas complètement évident qu'on se positionne sur ce sujet. Par contre, la convergence prévue entre l'audit incitatif et cet audit réglementaire, elle nous oblige, en fait, d'une certaine manière, à être plus que vigilants sur ce qui se passe. Et en fait, cet audit réglementaire, il a vocation à prendre de l'ampleur. Alors malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas encore très qualitatif, mais on espère qu'il y a des choses qui vont s'améliorer. Puis il y a des ateliers de travail en cours pour ça, donc c'est très bien. Mais en tout cas, on ne peut pas juste se dire non, on n'y va pas. Parce que ça va devenir vraiment un outil important. Par contre, on ne peut pas ignorer les points précédents. Donc notre conclusion, c'est qu'on va y aller, on va faire de l'audit réglementaire avec Aprenov, mais probablement pas avant le 1er semestre. Et le 1er semestre, on sait, enfin, il y a encore trop de décisions, trop de choses qui sont pas claires pour savoir comment les choses vont évoluer. Et une fois qu'on aura un logiciel d'audit réglementaire, bon, on ne sera pas très loin de faire un logiciel de DPE non plus. Donc c'est la suite logique encore quelques semestres plus tard, c'est potentiellement de faire un logiciel de DPE, puisque le logiciel, enfin les audits vont utiliser la même méthode de calcul, l'audit réglementaire va aussi avoir un export XML pour une base de données ADEME, enfin, il y a tout un tas de process qui sont en commun. Donc, quelque part, on va vers une sorte de fusion de toutes ces problématiques. On espère juste que la question de la qualité, la question de l'exigence au milieu de tout ça ne sera pas tirée par le bas à travers des pratiques trop proches de ce qui se fait sur le DPE. Maintenant, nous, on fait partie des groupes de travail, mais on va dire que la DGEC, etc., ils ont leurs lignes, leurs instructions à la fois européennes et nationales. Là, on sort d'une période électorale, donc ça aide pas non plus à ce que les choses soient complètement claires. On attend de voir dans les prochaines semaines, prochains mois, qu'est-ce qui va être décidé. Voilà. Donc, sur l'audit réglementaire, on a aussi, j'avais pas arrêté le partage, je suis désolé, sur la barre TH, une petite question en ce qui vous concerne, notamment parce qu'on voyait qu'il y avait pas mal de bureaux d'études parmi vous. Donc, est-ce que vous prévoyez de réaliser des audits réglementaires
Après, pour les entreprises, pour l'instant, je ne sais pas s'il y a eu des précisions, Alexina, sur est-ce que les entreprises pourront faire des audits réglementaires, les entreprises de C'est la même travaux. liste, le décret en fait est identique, ça reste le même décret. Donc ceux qui peuvent aujourd'hui, qui sont définis ayant les signes de qualité pour faire des audits énergétiques incitatifs, on ajoute juste des diagnostiqueurs énergétiques à la liste. Donc Ok, oui. d'accord. Tac, tac, tac. Oui, bien sûr, DPE et audit ne sont pas au même prix. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est forcément la même personne qui va les faire? Comment faire un diagnostic? Comment faire un audit réglementaire quand on part d'un DPE qui a été fait par quelqu'un d'autre? Enfin, il y a tout un tas de points qui sont en discussion actuellement. Je pense qu'on sera amené à vous faire une communication plus approfondie sur ce sujet au moins après la rentrée. Donc aujourd'hui déjà, on ne sait pas vraiment quelle date sera en application, à moins que je me trompe. Mais les audits obligatoires en septembre 2022, dans tous les réunions qu'on a fait, a priori, il n'y a aucun éditeur qui dit qu'il sera prêt sur ce sujet-là, ou en tout cas dans des conditions qui vont être à peu près de la même chose que pour la sortie du DPE de l'année dernière. Donc il y a des vraies questions autour de ça. Allez, c'est bon, mettre fin au sondage, merci beaucoup. Hop là, donc vous êtes quand même plus de la moitié à prévoir de faire des audits réglementaires. Je partage. Et après, non concerné, bon, c'est à peu près 50-50, hein, grosso modo. Après, il y a une partie de je ne sais pas. Vous êtes nombreux et vous êtes à peu près aussi la moitié de trouver que enfin, pour vous, c'est prioritaire. Donc, on sera amené à en discuter. On va voir comment les choses évoluent. Une fois qu'on aura la méthode de calcul, alors nous, on a l'avantage par rapport à un logiciel de DPE de déjà intégrer beaucoup d'éléments de scénario de travaux. Donc, il y a quand même un peu du travail, mais c'est pour faire la bonne logique, notamment de ce scénario en une étape, en deux étapes. On n'a pas encore estimé le travail. Donc pour l'instant, il faut on va dire que le brouillard devant nous, en avançant, va se désépaissir. Et puis, on pourra regarder quelles sera là aussi les réalités entre nos capacités à produire quelque chose de qualité, vos attentes, on va dire, comment faire ça en potentiellement adaptant notre force de production. Après, c'est des sujets relativement complexes à mettre en œuvre, mais on va y aller, quoi. Voilà. Pas très logique tout cela. Qui peut m'aider à trouver? Ok, on répondra un petit peu à ces remarques. J'arrête le partage. Tac. Il me semble qu'on a fini. On vient de balayer 3 sujets assez importants. Maintenant, donc on est à peu près dans les temps. On a commencé à les 5, on a mis 50 minutes au lieu de 45. On se donne un quart d'heure, 20 minutes de réponse aux questions. Alexina, je te laisse soit répondre, soit me poser des questions qui sont les plus demandées, voulues, etc., etc. On a répondu déjà à un certain nombre de questions. Alors, sur les derniers sujets, là, donc, quelles sont les personnes qui seront en mesure de faire des audits réglementaires? Donc oui, les architectes, l'ensemble des entreprises artisans ayant une qualification et donc bientôt les diagnostiqueurs, sans compter forcément les bureaux d'études. Voilà pour cette partie-là. Sur les exports XML aussi, on a un certain nombre de questions. Donc, l'export XML, il sera intégré certainement juste après le… Alors, ouais, je vais Ouais, tu répondre vas répondre sur sur ce point? sur ce point-là. Alors, Allez. l'export XML, il n'est pas forcément lié au moteur, justement. Il est lié à l'usage réglementaire. Donc, dans la version qu'on propose là, qui va sortir, il n'y aura probablement pas l'export formaté XML. Par contre, dès qu'on va faire justement un audit des réglementaires, là,
encore une fois, l'observatoire de l'ADEME n'est même pas encore en place, le jeu de données n'est pas encore complètement arrêté. Mais là c'est une des raisons pour répondre à la question plus tard de oui, il y a déjà la méthode, oui, mais il y a aussi tout un tas de câblage derrière. Donc on n'est pas, c'est pas parce qu'on fait du 3CL 2021 qu'on fait de l'XML. Par contre, nous, c'est des choix qui vont être qui vont se poser, puisque quand on va se faire contrôler, l'XML il sert aussi à faire le contrôle, on l'a quand même derrière. C'est des éléments qui peuvent être très utiles, donc ça fait partie de l'arbitrage qu'on a à faire. Je voyais une question qui avait été, il y a des petits pouces là, donc comme ça, c'est là que vous êtes plusieurs à vous poser cette question. Je ne comprends pas bien pourquoi retarder. Alors, je vais mettre répondre en direct. Je ne comprends pas bien pourquoi retarder autant l'audit réglementaire dans Caprénov à partir du moment où le 3CL est intégré. Justement, le choix qui est fait aujourd'hui, c'est d'éviter de nous engager sur des choses où on essuie des plâtres en permanence, avec des choses qui bougent tous les 15 jours et qui sont extrêmement perturbantes de faire et défaire, etc. Alors que, parallèlement à ça, il y a énormément de demandes qui nous ont été faites sur des évolutions fonctionnelles d'autres natures sur le photovoltaïque, le multimenuiserie, avoir plus de types de murs. Enfin, il y a beaucoup d'éléments, j'en cite quelques-uns, mais qui nous sont demandés et qui sont matures, qui sont potentiellement déjà prêts à être développés. Et donc, on considère que c'est plus intéressant de répondre à quelques-uns de ces éléments en attendant d'avoir quelque chose de clair devant nous pour pouvoir estimer la charge et s'engager avec des délais, avec des choses qui soient un peu claires, parce que on comprend bien que ça crée beaucoup de déception. On le voit là que vous êtes 40% à trouver ça vraiment dommage qu'on soit potentiellement pas prêt. Alors, on va voir si on sera prêt ou pas. Ça se trouve, ce sera tout au premier trimestre et on arrivera à être prêt. Mais en tout cas, c'est un scénario qui nous paraît pas complètement crédible aujourd'hui. On comprend que ça crée des problématiques par rapport à votre activité, mais en même temps, il y a une réalité derrière sur notre capacité à prendre tous ces sujets, à y répondre qualitativement et pas à se retrouver avec, une fois qu'on a sorti, des centaines de demandes liées à des problèmes sur des choses qui sont trop frais, quoi. Donc, voilà pour ce qui concerne le pourquoi retarder autant. Après, d'autant, potentiellement, enfin voilà, c'est pas non plus on ne parle pas non plus de délais qui seraient de l'ordre de plusieurs années, quoi. Donc, voilà pour cette question. Est-ce qu'il y en a d'autres, Alexina L'audit obligatoire ne sera pas remboursé par MaPrimeRénov' pour les aides à l'audit puisqu'il est obligatoire. Voilà pour cette rapide question. Sur les exports en doc, donc les exports de rapports en format doc, donc éditable, Ça, c'est où? c'est dans un endroit. Tu peux, si tu veux y répondre, Ok, j'appuie ouais, je sur vais y répondre en répondre. direct. C'est vraiment quelque chose qui est. Ah oui, un doc qui permettrait de retravailler plus facilement le rapport aussi. Alors, on a bien conscience que c'est un blocage. Nous, technologiquement, c'est quelque chose qui est assez enfin, qui est pas sur notre. Entre le temps que ça prend et le bénéfice, c'est trop décalé. Par contre, pour le prévoir, vous êtes nombreux à nous le demander. Par contre, on a mis en place beaucoup d'éléments pour vous permettre de le personnaliser. Et il y a aussi l'export de données. Donc, l'export de données, aujourd'hui, il y a un export CSV, il y a un export XML, on en a parlé, on verra quand est-ce qu'il sera mature, celui-ci. Mais aujourd'hui, technologiquement, ce n'est pas dans notre feuille de route de prévoir un rapport éditable, d'autant plus que on nous demande de valider des résultats, on nous demande de valider le numéro de version, la date, le machin, le truc. Si c'est complètement éditable, ça nous semble aussi un petit peu paradoxal. Donc peut-être que vous avez l'habitude de le faire avec d'autres outils, mais voilà, a priori, ça veut dire que vous pouvez tout changer. Donc ça déverrouille aussi un peu la sécurité que peut apporter le fait d'utiliser un outil qui a été validé, notamment au niveau de son moteur de calcul, etc. On Donc a aussi voilà. beaucoup de questions sur quelles sont les qualifications pour être auditeur énergétique. J'ai envoyé dans la discussion donc, le lien vers le document de l'ADEME, quelles qualifications pour quels travaux. J'ai aussi envoyé le lien dans la discussion sur la grille RGE audit en maison individuelle, donc qui est aussi téléchargeable sur le site de l'ADEME. Donc pour toutes ces questions, vous avez donc les éléments dans le fil de discussion.
Voilà, est-ce qu'il y a autre chose Le sur la méthode de calcul? On avait pas mal de questions aussi sur les organismes de qualification, donc la difficulté d'être reconnu avec des rapports d'audit Caprénov pour obtenir une qualification, que ça soit auprès de Calibat ou d'OPQIBI. On a fait évoluer donc le rapport pour OPQIBI. On n'est pas en relation avec les organismes de qualification, en tout cas pas directement. OPQIBI tient donc se base sur la grille RGE audit maison individuelle que j'ai mis à Le lien jour. ADEME ne marche pas. Le lien ADEME ne marche pas. Et ben sur le grille RGE, je vais le renvoyer. Donc pour l'OPQIBI, en tout cas, les Caprénov répond aux cases de la grille et OPQIBI se base dessus. Donc cette nouvelle grille qui a été mise à jour il y a environ 2-3 mois. Et pour Calibat, par contre, effectivement, ils n'ont pas mis à jour leur grille d'examen. Et donc, ils se basent encore sur l'ancienne grille, où là, la grille exigeait des résultats en Shon. Donc, pour Calibat, actuellement, tant qu'ils n'ont pas mis à jour leur grille d'examen, les dossiers Caprénov ne peuvent pas passer. Donc, on travaille aussi à faire évoluer et mettre à jour enfin, contacter Calibat pour qu'ils mettent à jour leur grille. Et je vous renvoie le lien. OK. Alors du coup, il y a encore beaucoup de attention à ceux qui parlent dans la question-réponse. Vous avez le chat d'un côté plutôt pour parler entre vous, enfin en tout cas vous pouvez, échanger simplement et les questions-réponses, c'est vraiment pour que nous on puisse et que vous pouvez voir et voter pour que on traite plus en priorité telle ou telle question. J'ai vu une question, alors après c'est sur la pratique de l'audit, nous il n'y a pas encore tous les éléments à notre connaissance, mais par exemple, a-t-on le droit au destructif pour l'audit obligatoire? A priori, à mon avis, c'est exactement la même chose que pour le DPE. C'est pas le cadre de l'audit qui va vous le dire ou pas, je pense que c'est plutôt de l'ordre de l'accord avec le propriétaire et je pense que c'est plutôt de cette nature-là. Après peut-être que je suis pas complètement certain de ma réponse, mais ça me semble assez logique. En tout cas, il y a pas de précision là-dessus dans ce qu'on a vu dans les textes. Il y a, des éléments alors, pour sérénité, le RGE ne suffit pas, il faut bien être mandataire ANA, point d'interrogation. Alexina? Pour Sérénité, tout à fait, j'ai répondu plusieurs fois sur ce point. Il faut être mandataire ANA et bientôt, normalement au 1er janvier 2023, accompagnateur Rénov, mais le décret n'est pas encore paru. Donc voilà. Et on avait une question aussi sur les bonus. Les bonus BBC ou sortie de passoire sont liés uniquement à l'étiquette. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir un gain en énergie de 50% ou 35 ou 55. Voilà. J'ai une question sur, la partie calcul des ponts thermiques de Cédric Tréfouel. A-t-il prévu une refonte de cette partie? Heu, qui semble approximative sur la version actuelle. Donc la version actuelle, elle se base sur l'ancienne version du moteur, 3CL. Tous les calculs, conventionnels, enfin tous les calculs de déperdition et cetera vont être changés avec la version, 3CL. Donc je peux vous remontrer très rapidement la slide, qui était sur ce point. On a recodé entièrement un moteur de calcul et donc tout, avec, j'allais dire les avantages et l'inconvénient de ce moteur, sans, distinguer, sans, faire, pour être parfaitement conforme et donc dedans, on a bien, le pare opaque spécifique pont thermique. Voilà. Après ce qui, par exemple, nous convient pas trop aujourd'hui, mais on va voir, c'est des arbitrages à faire, c'est que, dans la trame de rapport, l'audit réglementaire, on ne le voit pas ici, mais il y a le pourcentage des ponts thermiques. Nous, on a fait le choix dans Caprénov de mettre les ponts thermiques dans chaque poste plutôt que d'avoir un poste pont thermique, dans l'affichage, dans la restitution. Donc quand on fera l'audit réglementaire, on sera forcément amené à faire, ce que fait l'audit réglementaire. Mais en tout cas, tous les calculs de R, de rendement, de tout ça et cetera, tout va être modifié. Donc ça va être quelque chose aussi un petit peu lourd lors de la mise à jour, c'est que vous allez vous retrouver avec, vos dossiers en cours, enfin, c'est à chaque fois qu'il y a des modifications de moteur de calcul, ça se passe comme ça. Il y en a certains d'entre vous qui gardaient 2 versions en parallèle pour faire les nouveaux sur la nouvelle version et les anciens sur, ce qui peut être, un peu compliqué à jongler ou, bah, quand vous faites la mise à jour, bah, vous allez tout passer dans, donc on assure aussi la rétrocompatibilité. C'est-à-dire que vos dossiers précédents, ils vont, pouvoir arriver dans le moteur de calcul 3CL. Donc il y a quand même un certain nombre de données,
à traiter. Voilà un peu pour la partie calcul. Donc, c'était pas que sur les ponts thermiques. Il y a quelque chose sur les aides, mais je pense pas que ce soit lié à notre sujet, mais il y a quelqu'un qui, enfin, ils sont plusieurs à avoir demandé. Est-ce que l'écrétage des bonus MPR est paramétré? Alors oui, l'écrétage est paramétré. On a eu des soucis nombreux, là, notamment avec la bonification des aides au système, enfin, au remplacement des systèmes fuel par des systèmes ENR. Donc là, on a encore un petit point à traiter et ça devrait rentrer dans l'ordre. Après, il y a il y a un problème d'écrêtement général et qui est complexe à gérer, c'est quand on écrète des aides à la rénovation globale avec des aides par geste, puisque il faut définir quelle est l'assiette d'écrêtement. Et ça, c'est moins bien, c'est difficilement gérable de façon automatique par un logiciel. Ok, est-ce qu'il y a d'autres? Alors j'en vois. Alors bonjour, avez-vous prévu une API? Alors, je vais essayer de rester sur le sujet de nos moteurs de calcul, mais on, on a dans notre feuille de route le fait de centraliser les points rénaux dans un espace cloud et une fois que ça ce sera faisable, d'avoir des API pour connecter vos ERP à Caprenov. Mais par contre, aujourd'hui, on reste sur une techno qui est hors ligne et le moteur qu'on vient de coder, il n'est pas APIisé. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas appeler un service avec des données d'entrée et on vous sort le résultat. Je ne sais pas si d'ailleurs il y a des éditeurs qui travaillent dessus ou pas, mais c'est probable. Aujourd'hui, nous, on reste sur un moteur qui est embarqué dans l'application et qui ne fonctionne pas sur une technologie web. On a une question aussi sur les productions d'attestation de PIA production sur la conformité des rendus Caprenov à la nouvelle grille d'interprétation RGE. Donc, ce n'est pas à nous de faire des conformités par rapport à la grille d'interprétation RGE Audit. Par contre, on peut fournir des attestations de conformité quant à la méthode et au moteur de calcul qui est utilisé dans l'application. Florence, tu veux compléter? Oui, après c'est toujours un peu délicat parce que des fois on est jugé parti dans ce genre de sujet. Mais aujourd'hui, bah, ça prend du temps. La grille RGE ADEME a évolué. On voit que sur le terrain, il y a tous les auditeurs, enfin tous les contrôleurs Calibat, etc., sont pas encore complètement à jour de cette modification. Donc il y a encore certains cas où c'est pas complètement aligné. Mais nous, on peut faire des attestations expliquant quelle version correspond à quoi. On le fait si vous en avez besoin, mais ça restera toujours théorique, puisque c'est l'usage aussi que vous faites du logiciel qui permet d'être véritablement conforme à, la grille. Donc voilà, on peut le faire au cas par cas si nécessaire, mais ça reste un petit peu à la marge. Je vois une autre question qui a un lien avec les calculs. Idem pour les ponts thermiques, la saisie des menuiseries, que ce soit dans l'état des lieux ou les scénarios, va-t-elle évoluer? Typiquement, aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous répondre. Avec le moteur 3CL, non, parce que le problème, il n'est pas lié au moteur, il est lié à notre interface. Nous, on sait qu'on voudrait vous permettre de saisir fenêtre par fenêtre, etc. On a engagé du travail il y a déjà plusieurs années sur ce sujet-là pour concevoir. Et justement, c'est des choses qu'on aimerait faire évoluer cette année, mais ce n'est pas encore acté d'un point de vue de notre feuille de route sur quand est-ce qu'on va le faire. Mais justement, plutôt que de faire de l'audit réglementaire un peu bancal, on préférerait vous proposer une meilleure interface là-dessus parce que c'est évident aujourd'hui avec le nombre d'usages, avec ben voilà, aujourd'hui, on voit bien, vous êtes de plus en plus de bureaux d'études à vous en servir. C'est clair que d'un point de vue bureau d'études, c'est clairement limitant. Euh, Autant ça peut être un peu moins pour des artisans qui font une approche rapide sur ce point-là. Autant là, c'est sûr que c'est des points faibles qui sont connus et qu'on va traiter, quoi. J'en profite pour dire un petit peu en petite annonce. Dans l'application, vous pouvez signaler une demande de fonctionnalité, etc. On en reçoit beaucoup. On a beaucoup de sollicitations. Et on est en train de prévoir la mise en place d'un outil avec un petit forum qui vous permettra de voir ce que demandent les autres, de voter pour ces évolutions, d'en discuter, etc. Parce qu'en fait, nous, là, on est clairement
très, très, très sollicité sur ces points-là et vous répondre. Et là aussi, ça vous permettra de vous donner de la visibilité sur quand est-ce qu'est disponible quoi. En tant que petit éditeur, c'est franchement pas évident toujours de vous dire ça, ça va sortir, etc. Avec cet outil, il y aura quelque chose d'un petit peu plus sympa enfin, pour nous, pour vous communiquer ce qui est dans les tuyaux chez nous. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a beaucoup de demandes sur les évolutions aussi de l'architecture, donc la possibilité de se modifier, enfin de saisir plusieurs types de parois, plusieurs murs, planchers, de répartir la surface habitable, de modifier la surface habitable, d'isoler les rampants alors qu'on est en comble perdu. Donc toutes ces questions, voilà, Florent, tu viens d'y répondre plus ou moins. On souhaite le faire. Et maintenant, il faut le prioriser. Exactement, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont voté pour une question là. Alors, ça a l'air d'être un exemple, je ne sais pas si on va pouvoir répondre à chaud. J'ai une cliente, foyer bleu, qui a pour projet d'installer une climatisation réversible dans toute sa maison. En installant une PAC RR, elle obtient plus de 35 de gain énergétique avant après travaux. La maison passe de D à B. Est-ce qu'elle a le droit à sérénité avec un seul de ses actes? Et peut-elle obtenir le bonus BBC? Bon, Alexina, on va répondre, mais il faut aussi dire que nous, on est l'éditeur d'un outil. Ces questions-là, elles sont plutôt à poser normalement à l'ANA, voilà, plutôt qu'à nous. Mais Alexina, tu saurais répondre? Tout à fait. Enfin, là, à partir du moment où en fait c'est une aide à la performance énergétique, si le gain de 35 il est prouvé, sachant que là, dans ce cas-là, elle va passer par un opérateur agréé ANA pour obtenir MaPrimeRénov' Sérénité. C'est lui qui va faire l'étude et effectivement, s'il prouve le gain et qu'elle passe sur l'étiquette B, elle va pouvoir cumuler MaPrimeRénov' Sérénité et le bonus bâtiment basse consommation. Du coup, il est 18h15. Il y a encore beaucoup de questions ouvertes. On a répondu à 44 questions quand même. J'espère que au moins celles auxquelles on a répondu, les réponses étaient claires. Vous allez recevoir un petit mail, je crois demain ou quelque chose comme ça, avec un formulaire vous invitant à évaluer aussi ce webinaire pour nous faire progresser et puis pour qu'on comprenne comment est-ce que vous avez vécu cet échange. Donc, je vous redis que si vous avez d'autres questions, alors là, on est vraiment nombreux, donc on ne pourra pas tout répondre dans les 48 heures, mais en tout cas, on répondra, on prendra le temps de répondre à vos questions si vous nous écrivez. Donc voilà. Je vous remercie déjà d'avoir été là jusqu'à 18h15. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine.